Monsieur Bayrou, j'entendais ce matin Gauthier Lebret qui veut désormais la peau, si j'ose dire, de Monsieur Lecornu. C'est bien cela? Ah bah parce qu'il y a eu petit concours sur qui sera Premier ministre. Donc évidemment, non seulement François Bayrou a gagné le concours, mais il a peut-être envie d'éliminer son principal adversaire. Et Gauthier disait qu'il en faisait un cas personnel. Il faut dire qu'à 11h, vendredi, Monsieur Lecornu est Premier ministre. Oui. Et François Bayrou, dixit certains, se roule par terre. Menace de partir avec ses 30 députés du MoDem et le président de la République se couche. Je résume cela d'une manière triviale. Oui, mais c'est assez... Effectivement, c'est ce qui s'est passé. La seule question, c'est que François Bayrou fait un cas personnel de Sébastien Lecornu, sans doute. Sébastien Lecornu est surtout très proche du président de la République. Donc je ne sais pas si François Bayrou pourra tordre le bras une deuxième fois du président, sachant que c'est Emmanuel Macron qui a toujours voulu Sébastien Lecornu aux armées. On a du mal à comprendre qu'un président de la République se couche comme je l'entends et comme je l'ai lu ici ou là. Peut-être la formule, je le répète, est triviale et elle me paraît impropre, mais c'est ce que non pas les témoignages, mais en tout cas les uns et les autres ont commenté tous les week-ends, Élodie Huchard. Oui, et puis le problème, c'est qu'on se dit que ça commence potentiellement mal quand on se dit qu'on a un président de la République qui avait choisi un Premier ministre et qui finalement cède à un autre. On se dit pour la confiance et la fluidité des échanges, peut-être pas le meilleur départ, même s'ils se connaissent très bien et qu'il y a une proximité évidemment quand même avec François Bayrou. Écoutez, seuls eux savent ce qui s'est dit dans cet entretien. Monsieur Nathan Dever est arrivé, mais c'est vrai que ça nous paraît toujours très surprenant et de la même manière. Alors, ça sera intéressant de voir si Monsieur Lecornu est là, Sébastien Lecornu, dans ce gouvernement qui sera annoncé, c'est pas tout de suite, j'imagine. Non, et surtout l'entourage de François Bayrou ne veut pas faire l'erreur qu'on a vu se répéter maintes fois de donner un calendrier. Donc, pas de calendrier, on nous appelle à la prudence et il va prendre son temps. Bon, vous nous appelez porter déjà l'information que M. Bayrou a un entourage, ce qui est bien, oui. parce que c'est un homme qu'on voit plutôt seul. Il y a quelques personnes certains disent qu'il a fait parfois le vide autour de lui. Mayotte, le cyclone tropical Chido a semé le chaos samedi à Mayotte. Le bilan très provisoire est de 14 morts. Vincent Arouette. Et avant d'entrer dans l'émission, je vous ai dit, je ne sais pas si nous commençons par l'actualité politique ou Mayotte. Vous m'avez dit Mayotte, c'est un scandale. C'est un scandale français. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est honteux la situation à Mayotte. Ça fait 200 ans à peu près qu'on est là. C'est une situation quasi coloniale. Si vous voulez vraiment vous dégoûter de l'aventure coloniale, il faut aller à Mayotte. Vous faites un aller-retour là-bas, vous y séjournez un peu et vous revenez totalement, alors là, dégrisé de ce qu'a pu être l'aventure coloniale. Mayotte, si vous voulez, c'est grand comme... Vous parliez de la Corse tout à l'heure, c'est 25 fois plus petit que la Corse. 25 fois, c'est tout petit, hein. Vous en faites le tour rapidement. On ne sait pas combien il y a d'habitants. 300 000, 400 000 peut-être. On évalue au nombre de sacs de riz qui sont consommés. C'est vous dire quand même le sérieux de l'État. Il n'y a aucune agriculture. Il n'y a pratiquement pas de pêche. Il n'y a pas d'industrie. Il y a très peu de services. Il n'y a que l'État. Là, c'est un cyclone. Tout ça, c'était vrai avant le cyclone. Ok, d'accord. Vous savez que c'est une zone cyclonique. Oui. Par exemple, le Japon est sur une zone sismique. Donc quand vous construisez un immeuble au Japon, une habitation, un bureau, vous respectez les normes sismiques. Eh bien, on pourrait imaginer que Mayotte étant en zone cyclonique, on construise autre chose que des bidonvilles ou autre chose que des immeubles avec des toits en tôle ondulée qui valsent et qui volent. Vous avez regardé les images aériennes là? Je vous apporte la contradiction. Oui, vous avez raison. Les météorologues disent que la probabilité que Mayotte, qui est un confetti, soit rattrapé par l'œil du cyclone, parce que c'est l'œil du cyclone, est infinitésimale. Oui. Que, effectivement, au-delà de tout ce que vous avez dit, il y a un concours de circonstances invraisemblable qui n'est jamais arrivé de son histoire sur cette île. Non, mais là, le désastre est total. Oui. On parle peut-être de centaines de morts. Ah oui, là, il y en a 14, mais ça sera peut-être au-delà. Vous savez, on disait toujours, il vaut mieux soutenir la Corrèze, investir dans la Corrèze qu'aux Zambèzes. Là, on est avec un État qui est aboulique et tellement incapable que le préfet peut dire sans faire rire, oui, il y a 14 morts, peut-être des dizaines et même des centaines et peut-être des milliers. Et d'ailleurs, on ne le saura jamais, parce que ces gens-là, vous savez, ils les enterrent avant la nuit tombée. Bon. C'est la honte de l'océan Indien. On peut relever Notre-Dame en 5 ans, on est infoutu de développer Mayotte, alors que ça fait maintenant 14 ans que c'est un département français. 101e département français. Ça doit être le département de trop. En tout cas, ce que fait l'État est nul.
C'est absolument scandaleux d'avoir un... On dirait que c'est le Bangladesh. Alors, ce cyclone est particulièrement, effectivement, dévastateur. On a l'impression d'un paysage totalement ruiné. Mais heureusement, nous dit-on, et c'est ça ce qui est choquant, en fait. C'est pas tellement... Il y a l'incapacité de l'État, l'impuissance, et puis il y a la com de l'État. Et ça, franchement, c'est vraiment... Mais quand vous êtes allé sur place, que vous êtes un peu intéressé à la réalité, et que vous voyez les ministres se succéder et dire à peu près n'importe quoi, et notamment... Encore ces jours-ci, il va y avoir un pont aérien. Il y a un avion qui est arrivé. Il y en a 2 autres. On va envoyer un navire qui part qui est d'un bâtiment, vous savez, de secours, qui va partir de la Réunion et qui va gagner Mayotte avec des packs de sang, des denrées, des rations de survie, des bâches pour les sinistrés. Oui, alors en fait, c'est à 1700 km. Le bateau, il fait du 22 nœuds. Ça fait donc... ne regardez pas pour le calcul mental à cette allure-là, quand même, entre les nœuds, les kilomètres. J'entends ce que vous dites. Alors, je vous propose quand même de voir un sujet. Vous avez sans doute vu beaucoup les images, et puis on entendra également le préfet de Mayotte, Shannon Camara. Voyons ce qui s'est passé à Mayotte. Des scènes apocalyptiques. Après le passage du cyclone Chido, les habitants de Mayotte ne peuvent que constater les dégâts. Dans le quartier de Kaweni, près de la capitale, les habitations précaires n'ont pas résisté aux fortes précipitations. Les maisons autour, les toitures se sont envolées, vous avez les arbres coupés. Et puis derrière chez moi, il y a toute une partie de quartier informel. Donc là, aujourd'hui, ils sont rayés de la carte. Depuis l'île de la Réunion, un pont aérien et maritime a été mis en œuvre afin d'acheminer du personnel, du matériel de secours, mais aussi de l'eau et de la nourriture. Moi, j'ai peur parce que le pire est à venir. Il fait chaud. Nous sommes en saison de pluie. Les gens qui sont ensevelis dans ces maisons en tôle, il ne faut pas que cette catastrophe se transforme en une crise sanitaire. Avec des rafales observées à plus de 220 km/h, Chido est le cyclone le plus violent qu'a connu Mayotte depuis plus de 90 ans. Il y a 90 ans, il n'y avait pas les mesures. C'est pour ça qu'il y en a eu un en 1934, visiblement, il n'y avait pas les mesures. Donc celui-là serait encore plus fort avec les dégâts, en tout cas au vu des dégâts qu'il a. Il y a un point sur lequel on peut... Olivier Bardol. Il y a un point sur lequel on peut insister, c'est le nombre. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense que le nombre est la cause de tout. Qu'est-ce que le nombre ? Vous connaissez l'expression de l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Répété 30 fois dans l'Ecclésiaste de Coëlée. Mais en fait, s'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil, il n'y a jamais eu 9 milliards d'habitants sur la planète. Là, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a à peu près 400 ou 500 000 personnes. Il suffit d'ailleurs de voir ce confetti couvert, littéralement couvert d'habitations. Évidemment, s'il y avait eu une population infiniment moindre, on n'aurait pas des centaines de milliers de morts. Enfin, voilà. Et le nombre est la cause un peu de tout. Pas de centaines de milliers de morts. Olivier, oui, ça c'est. Et l'horreur. Je vous propose d'écouter le préfet François-Xavier Vieuxville. Je n'imagine pas que nous n'ayons malheureusement pas plus de victimes que je ne pourrais pas décompter. Je le dis de façon officielle. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines. Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. La nature, j'entends tout ce que vous avez dit sur Mayotte, bien sûr. Mais la nature... Ben oui, il y a des cyclones, il y a des ouragans, et pas forcément aussi violents. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'un département français soit couvert de bidonvilles ? Ça vous paraît pas choquant ? Mais vous avez parfaitement raison. Non, mais il y a 8000 places. Il y a par exemple les 3 quarts de la population. Je précise que vous connaissez particulièrement bien Mayotte. Non, un peu. Parce que mais les 3 quarts des habitants sont en dessous du seuil de pauvreté. On saura pas. Les 3 quarts des habitants sont en dessous du seuil. La population aux 2 tiers à moins de 25 ans, la moitié à moins de 18 ans, la moitié des 300 ou 400 000 habitants de Mayotte à moins de 18 ans. Il y a 8000 places d'école, 8000 places dans les classes. Donc les gamins, qu'est-ce qu'ils font à Mayotte ? Eh bien, il y en a tout un lot qui font des gangs. C'est le seul coin de France où vous avez des gangs d'enfants. Alors je sais bien qu'ici on s'habitue à ce qu'il y ait des chauffeurs, à ce que les mafias de la drogue recrutent des gamins pour surveiller leur territoire, mais quand même, le gang d'enfants qui coupe les routes et qui raquette la population et qui caillasse tous les jours
Les bus scolaires, on n'a jamais vu ça nulle part. J'entends, et je voulais simplement dire que vous étiez souvent allé à Mayotte, et c'est pour ça que vous connaissez bien la ville. Ce n'est pas un coin de France. Voilà. Mais est-ce que c'est pas lié à l'immigration des Comores? Vous avez une connaissance de Mayotte, parce que vous êtes allé plusieurs fois. Un petit peu. Mais est-ce que c'est pas lié à l'immigration des Comores, Vincent? Est-ce que c'est pas lié au fait qu'on n'arrive pas à garder la frontière? Tout à fait, ça c'est le problème. Ça, c'est un facteur aggravant. Mais si vous voulez, l'État paye des perdièmes des fonctionnaires qui viennent faire de leurs économies et se payer une résidence secondaire. Ils viennent à Mayotte, oui, d'accord, quand ils veulent bien venir, et quand ils y restent, ils font la chasse aux migrants. Donc vous avez des gendarmes en tenue qui font la chasse aux migrants. Mais l'État est incapable de tenir sa frontière. Il est incapable de tenir la frontière en métropole. Mais oui, mais de toute façon, l'immigration en métropole n'est pas non plus tenue. Donc finalement, ce qui se passe en Afrique, dans une petite île au large, qu'est-ce qu'on fait là-bas? D'ailleurs, on peut se poser la question. Je sais qu'il y a le principe du territoire maritime. Finalement, c'est ça, stratégiquement. Bon, mais... Je voudrais qu'on écoute Manuel Bompard. Ce cyclone, il a frappé un territoire qui a été abandonné par l'État depuis des années et des années. Vous avez parlé de l'habitat précaire, on peut parler des problèmes d'accès à l'eau, par exemple, qui durent à Mayotte depuis des années et des années. Donc je crois que face à cette situation, évidemment qu'il y a une responsabilité de l'État. Il faut faire en sorte d'avoir une aide d'urgence, mais ça ne suffira pas. Et il faut aussi avoir des aides qui soient plus structurelles pour faire en sorte que Mayotte sorte de cette situation d'abandon dans lequel elle a été plongée malheureusement depuis des années et des années. Bon, il dit la même chose que vous. Hein. Oui. Je suis pas tout à fait sûr, parce que lui, ce qu'il considère, c'est que l'État n'en fait pas assez. Moi, je pense que l'État en fait trop, et surtout qu'il fait mal. Et puis que non seulement l'État fait mal, mais que les gouvernants font de la com. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une sacrée... Il faudrait vraiment développer Mayotte. On est un pays qui donne des leçons de développement à la terre entière, avec une agence française de développement qui va même aider la Chine. On donne de l'argent à la Chine pour se développer. Vous vous rendez compte? Je veux dire, c'est dément. On a une prétention, un orgueil. Mais à côté de ça, on n'est pas foutu de développer ce petit caillou qui est dans l'océan Indien. Et c'est vraiment tellement choquant. Mais alors, vous avez vu la Calédonie? Elisabeth, ce que je veux dire, c'est qu'après la Nouvelle-Calédonie, qui elle a été... Non mais ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est vrai que ce sont nos territoires, c'est la France. Et on a du mal à y faire la France. Voilà ce que nous pouvions... Pardon? Même les Antilles. La Martinique. Bon. Mais on a eu ce sujet sur la Martinique et également. Mais voilà ce que nous pouvions dire ce matin, Hervé. Ouais. C'est comparable aux inondations en Espagne. Comme vous le disiez, la nature, par principe, une catastrophe naturelle n'a pas de coupable. C'est le fameux poème de Voltaire sur le tremblement de terre de Lisbonne. On ne peut pas expliquer, donner une sorte d'explication, rendre des comptes d'une catastrophe naturelle. En revanche, une catastrophe naturelle ou une catastrophe tout court, l'explosion du port de Beyrouth, révèle les impuissances d'un État, d'une société, quand elle est déjà délitée, quand elle est déjà fragile. Et ça peut conduire à une grande colère de la population. On l'a vu en Espagne, juste après les inondations, quand il y avait eu cette colère contre le gouvernement et même contre le roi. Non. La politique française. Sur Lisbonne, il était aussi précisé qu'en fait, il ne fallait pas construire autant d'habitations en bois pour préserver, c'est ce que disait Vincent Hervé, c'est-à-dire que en fait, on construit n'importe comment, n'importe où, voilà, sans... François Bayrou, et on parle de la politique française, Élodie, et c'est important de parler de la politique française parce que... alors, ce qui est intéressant, la presse aime ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, quand on était enfant, on voyait les journalistes devant l'Élysée. Bon, la presse aime ça. Pourquoi elle aime ça? Parce que ça bouge. Parce qu'il se passe toujours quelque chose. Oui. Le chaos, c'est formidable. Mais, bien sûr. Bon, non, mais elle aime ça. Et il y a un côté 4e République. La chute de régime, c'est bien. Élodie, vous étiez devant l'Élysée vendredi. La presse adore ça. Comme la presse adore Trump. Comme la presse... Mais bien sûr. C'est nouveau ça. C'est nouveau. Mais elle adore Trump. Bachar el-Assad aussi. Et elle adore tout ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un d'inodore, d'incolore et qui fait simplement bien son job. Un chef d'État qui ferait bien son job... qui serait très tranquille, on dirait il n'a pas de passion cet homme, il est ennuyeux, il est triste comme la mort, etc. Et nous on n'aurait pas de boulot. Voilà. Bon, et bien sûr. Donc la presse adore ce côté 4e République. Il se passe toujours quelque chose. Et on sait tout. Bon, alors on sait tout, je sais pas. Comment sait-on ce que c'est dit entre Bayrou et le président? Voilà une bonne question. Élodie Huchard, comment sait-on que... alors si,
Moi, j'ai un témoignage en direct d'un ministre qui a dit ça. Qu'il s'est roulé par terre? Oui. Et vous l'avez l'expression raconté? qu'il a Oui, employée. c'est-à-dire que François Bayrou parle à des proches, qui parlent à des proches, qui parlent à des proches, où les proches souvent reviennent vers la presse. C'est comme ça que... Voilà. Mais qu'est-ce qu'on dit à l'Élysée? Est-ce qu'on confirme que le président a cédé ou pas? Est-ce qu'on confirme par exemple qu'à 11h, M. Lecornu était Premier ministre de la France? Ah non, la version officielle, évidemment, non. Il ne confirme jamais. Le problème, c'est qu'on a tous suffisamment de preuves pour ne pas douter. Après, oui, c'est dur pour l'Élysée de dire, bah oui, désolé, c'était pas notre premier choix. Mais alors, on sait... Alors, la menace, c'est 30 députés, le MoDem. Hein, 36, mais le problème, c'est que le socle commun, si tant est que ça existe encore, est déjà tellement fragile que si vous en enlevez 36, ça pose problème. Bon, alors, ce matin, donc, M. Bayrou reçoit, et de manière habile d'ailleurs, le Rassemblement national. C'est les premiers qu'il reçoit, parce qu'il a besoin, sans doute, de quoi? D'une non-censure? Oui, c'est ce fameux pacte de non-censure et il les reçoit dans l'ordre par importance du nombre du groupe. Donc en fait, Marine Le Pen est reçue en premier parce que c'est elle qui a le plus gros groupe à l'Assemblée. Bon, écoutez, M. Bardella, c'était hier. Bon, ça va être une discussion assez franche et assez transparente sur les attentes des millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national et les lignes rouges qui sont celles de notre parti politique à l'Assemblée. Et je pense qu'il a, au moins s'agissant de la volonté de recevoir en premier le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, peut-être mieux commencer que Michel Barnier. Maintenant, j'attends de voir et on attend de voir ce qu'il fera sur le fond. Nos lignes rouges n'ont pas changé et ce que nous lui dirons demain sera la même chose que ce que nous avons dit à Michel Barnier. Bon, Jean-Luc Mélenchon, lui, il vient pas au rendez-vous. Écoutons-le. J'ai eu tout à l'heure au téléphone Mathilde Panot, la présidente du groupe, pour savoir comment se présentait l'opinion du groupe. Et je crois qu'ils n'ont pas l'intention d'y aller dans la mesure où ils ont la crainte que tout ça soit à nouveau une comédie, où on fait semblant et où évidemment on trompe tout le monde. Parce que voyez-vous, ce qui est certain à l'heure à laquelle nous parlons, c'est que le gouvernement de M. Bayrou n'est pas viable. Pourquoi? Parce que l'Assemblée n'est pas fracturée. L'Assemblée est composée d'un groupe gouvernemental et des oppositions. Et là, M. Bayrou représente le secteur le plus étroit de l'Assemblée. Mathilde Panot a tweeté « J'ai été contacté par Matignon en vue d'un rendez-vous ce lundi avec le Premier ministre. Nous refusons de nous rendre à ce rendez-vous. » Écoutons Lionel Jospin qui regrette l'attitude de M. Mélenchon. Je ne comprends pas que, invité par le président de la République d'abord, puis par le Premier ministre ensuite, ils ne se rendent pas à ces invitations. Ce n'est pas un fonctionnement normal, disons, dans la République. Pour le reste, je crois que Jean-Luc Mélenchon est dans une illusion de la radicalité. Je pense je crois que, peut-être recyclant à sa façon un certain révolutionnarisme, il croit que la situation en France est d'une certaine façon révolutionnaire et qu'il faut donc provoquer des chocs. Et s'il y a un risque, c'est plutôt des risques contre-révolutionnaires que des risques révolutionnaires en France aujourd'hui. Et donc, non, je ne partage pas son analyse et son comportement. Nous sommes en 2024, Lionel Jospin, François Bayrou. On attend la réaction d'Édouard Balladur dans une seconde, j'imagine. Olivier Faure, qu'a-t-il dit, lui, sur la motion de censure? Olivier Faure, pourquoi nous n'avons pas Olivier Faure? Nous l'avons, Olivier Faure. Enfin, si ça tourne mal, vous votez la motion de censure de LFI. Mais évidemment, nous pouvons en déposer une, nous pouvons en déposer une commune, peu importe. Si la politique qu'il conduit est une politique qui cède aux chimères de l'extrême droite, alors effectivement, il sera sanctionné. S'il continue, s'il prolonge simplement la politique d'Emmanuel Macron, alors il sera sanctionné aussi. Donc si Bruno Retailleau reste au gouvernement, ce sera un casus belli pour vous? Mais ce sera effectivement un casus belli. Ce sera aussi, nous vérifierons dans ce cas-là ce qu'il fera. S'il abandonne toute volonté de venir sur ce terrain-là et qu'il oublie la préférence nationale, qu'il oublie tout ce qui a été dans la loi précédente, alors effectivement, peut-être sera-t-il dans une forme de rémission. Mais s'il est simplement à répéter ce qu'il a déjà dit, s'il dit, comme il le dit lui-même, s'il ne se renie pas, alors effectivement, ce sera front contre front.
chimère de l'extrême droite. Bah oui, qui est bien sûr. C'est incarné déjà par Monsieur Retailleau, chimère de l'extrême droite, bien évidemment. Ouais. Et François Hollande, parce que je disais tout à l'heure que les journalistes adorent cette période, mais cette 4e République elle est formidable pour tous ces leaders. Ils ont quelque chose à dire, on les voit partout. François Hollande. Comment ? Ils reviennent. Et François Hollande n'est jamais vraiment parti de l'espace médiatique. Le carillon d'Europe 1.